Bonjour. Nous allons donc traiter aujourd'hui de la modification des marchés publics. C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui prend une dimension depuis la réforme de la commande publique. Pourquoi? On a souvent tendance à oublier que les contrats publics que l'on signe quotidiennement sont avant tout des contrats. Et la réforme du droit des obligations, qui est entrée en vigueur en octobre 2016, confirme cette position. Et finalement, aujourd'hui, en tant qu'acheteur public, on ne peut plus se permettre d'avoir un contrat qui sera figé. On ne peut plus se permettre de rester dans le carcan de la mise en concurrence, de la définition du besoin. Force est de constater qu'un contrat, même de 5 ans, va évoluer. Un exemple très récent, très récent oui et non, puisque vous avez dû tous supporter des difficultés avec les variations d'indices de révision, par exemple sur le TP09, variation qu'il est nécessaire d'anticiper, mais d'anticiper dans sa globalité, puisque ça implique des bouleversements profonds du marché. Les acheteurs publics ont naturellement leur pouvoir de modification unilatérale qui existe toujours, mais aujourd'hui ça ne suffit pas, puisque imposer une modification n'est plus possible, puisqu'on a des contrats qui sont de plus en plus complexes, et en imposant, on prend le risque d'avoir un interlocuteur en face, un titulaire en face, qui ne pourra plus assumer le marché et qui peut-être deviendra défaillant, ce qui est préjudiciable pour l'intérêt général, pour l'exécution de votre marché tout simplement. Qu'est-ce qu'une modification? On parle bien évidemment d'une modification du contrat, une modification des clauses contractuelles. Les enjeux de cette modification sont essentiels puisque ça permet donc d'apporter cette flexibilité nécessaire et indispensable, de prendre en considération des éléments non prévisibles au moment de la définition de vos besoins, au moment où vous projetez dans le marché, où vous construisez votre besoin. Et finalement, ça permet également de déclencher des options, des tranches. Bref, aujourd'hui, les enjeux de la modification sont très importants et il est indispensable de savoir les anticiper. Les difficultés de la modification, l'une des questions principales plutôt, c'est la proportionnalité. Effectivement, modifier un marché, on a tous en tête ce seuil de 15-20%, on va revenir dessus, qui existait avant. Mais aujourd'hui, il faut avoir absolument en tête que modifier est indispensable. Mais il faut modifier de manière proportionnée. Pourquoi? Pour préserver l'équilibre contractuel, ou dit autrement, la commune intention des parties. Il faut savoir que le juge administratif s'est emparé de cette question depuis très longtemps et il connaît, comme pour les contrats privés, la commune intention des parties. La modification doit prendre en compte cette commune intention des parties. C'est de votre intérêt, d'une part pour respecter la jurisprudence classique de la CJCE, mais aussi pour avoir une bonne exécution de contrat. Encore une fois, imposer une modification sans avoir l'adhésion de votre co-contractant, sans préserver cet équilibre contractuel, c'est prendre le risque d'une mauvaise exécution de son marché. La modification des marchés a profondément été modifiée par la réforme de la commande publique qui, vous le savez, est entrée en vigueur à partir du 1er avril 2016. Un bref rappel sur ce point, pour les marchés pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er avril 2016, on reste sous le régime de l'ancien code des marchés publics. Pour les autres, on passe sous le régime des nouvelles dispositions du code de la commande publique. Petit rappel nécessaire pour comprendre les évolutions. Avant la réforme, sous l'empire du Code des marchés publics, on avait un régime de modification des marchés qui reposait sur 2 outils essentiellement. Tout d'abord, on avait l'avenant. L'avenant, réglementé à l'article 20 du Code des marchés publics, avec un système que l'on connaît bien. Un acheteur public a le droit de passer un avenant tant que le seuil fixé par la jurisprudence de 10 à 20%, on va dire, 20% étant une fourchette quand même assez haute, tant que le seuil de 10 à 20% n'était pas dépassé, l'avenant était autorisé. De même, en cas de suggestion technique imprévue, là, on avait même
une possibilité de déplafonner les avenants, ce qui permettait finalement d'avoir pas une certaine liberté, mais une certaine souplesse quand les conditions d'exécution du marché le justifiaient. Autre outil à disposition, les marchés complémentaires. Alors les marchés complémentaires, à ne pas confondre avec les avenants, puisqu'ici, souvenez-vous, ils étaient réglementés à l'article 35.2 du Code des marchés publics. C'était un nouveau marché passé également pour pallier des situations imprévues. En cas de survenance d'un événement imprévu, l'acheteur public avait la possibilité non pas d'étendre le marché existant, mais de conclure un nouveau marché complémentaire, ce qui avait l'avantage d'ailleurs de permettre d'avoir éventuellement un nouveau bordereau de prix, un nouveau marché complémentaire, et là, qui permettait d'aller jusqu'à 50% du montant du marché initial. Ce qui est très important de relever, c'est que ces deux outils, finalement, sur lesquels nous pouvions nous appuyer, partaient du principe que les avenants étaient autorisés, et non autorisés, sauf si on dépassait le seuil, sauf, j'allais vous dire maintenant, uniquement sauf si on dépassait le seuil. Aujourd'hui, avec le changement, la réforme opérée par le décret, par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, on a changé de position. Tout d'abord, vous avez pu relever, on a fait couler beaucoup d'encre, les avenants ont été supprimés, ou plutôt la terminologie avenant a été supprimée. Alors je vous rassure tout de suite, on a supprimé le terme avenant, mais dans les faits, on va pouvoir continuer à conclure des avenants, on pourra les appeler protocoles transactionnels, on pourra les appeler avenants, on pourra les appeler accords, mais il n'y a pas de formalisme particulier, mais c'est vrai que le terme avenant a disparu. À noter cependant qu'on peut avoir des difficultés puisqu'il n'a pas disparu, notamment du CCAG, des différents CCAG applicables au marché, notamment CCAG travaux, mais ça devrait se régulariser. Aujourd'hui, donc avec ce changement de terminologie, on ne parle plus de principe d'autorisation, on est passé sur un principe d'interdiction. Par principe, les modifications de marché sont interdites, sauf dans 6 cas énoncés. En dehors de ces 6 cas, il n'est plus possible de modifier le marché. C'était un véritable changement de philosophie. Pour vous, c'est finalement, en tant qu'acheteur public, mais même en tant qu'entreprise, ça peut être rassurant puisque ça donne un cadre plus strict, mais en même temps, ça peut à certains égards être plus contraignant puisque c'est une liste qui est limitative. On a prévu, on a essayé de vous synthétiser l'ensemble des modifications possibles sur ce marché. Donc c'est un schéma qui peut faire peut-être un peu peur quand on tourne la diapositive, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment l'idée de visualiser l'ensemble des modifications possibles. Et je vous propose qu'on les balaye chacune pour prendre toute la mesure de la réforme. Première possibilité de modification de marché, ce qu'on appelle les clauses de réexamen. Vous avez même peut-être entendu le terme magnifique de clause de revoyure. Les clauses de réexamen, l'objet principal des clauses de réexamen, finalement, ce sont tout ce qu'on connaît, les clauses d'affermissement de tranche, les clauses de révision, c'est anticiper la modification du marché. C'est le fait que ces clauses de réexamen, soient formalisées dans le décret du 25 mars 2016 est une bonne chose, puisque cette clause de réexamen, il faut profiter de l'occasion qui vous est donnée pour anticiper la modification. Mais quand je dis anticiper la modification, c'est par exemple prévoir une clause de rencontre, prévoir des conditions de rencontre, prévoir des clauses de sauvegarde, prévoir, anticiper la modification. Et ça peut permettre, par exemple, d'anticiper certains déséquilibres contractuels. Je sors un tout petit peu du cadre des marchés publics, mais pour vous donner un exemple concret, on a souvent les problématiques de contrats qui deviennent déséquilibrés. C'est vrai, souvent le cas avec le contrat de délégation de service public. Ça peut être vrai avec des crèmes. Une clause de réexamen bien rédigée peut permettre de sortir de certaines situations et peuvent permettre par là même d'éviter le contentieux, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière ça, que ce soit pour vous, acheteurs publics, ou pour les titulaires de marché,
il est toujours préférable d'éviter un contentieux et ces clauses de réexamen peuvent vous permettre peuvent permettre cette rencontre et souvent désamorcer des situations. Autre avantage de cette clause de réexamen, c'est que finalement, et là c'est spécifiquement pour les marchés de travaux, ça légitime les dispositions de l'article 15, 16 et 17 du CCAG. Pour mémoire, ce sont les dispositions qui parlent des modifications de marché de montant de travaux en augmentation ou en diminution. Ça légitime ces clauses et finalement ça va permettre d'unifier une certaine jurisprudence. Attention avec les clauses de réexamen, je vous recommande fortement donc de ne pas prévoir une clause trop générale. Deuxième cas de modification, les modifications de changement de co-contractant. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus puisqu'on reste sur finalement des cas de modification classiques, substitution du co-contractant initialement désigné ou alors changement de structure du co-contractant. Très important, notez pour ces deux modifications, que ce soit la clause de réexamen ou la modification du changement de co-contractant, vous n'êtes pas autorisé à procéder à des modifications substantielles du contrat. Autre cas, qui lui est beaucoup plus large, les cas de modification pour travaux supplémentaires, réglementés à l'article 139.2 du décret du 25 mars 2016. Ce sont les anciens marchés complémentaires. Les anciens marchés complémentaires ont donc été supprimés des articles relatifs aux procédures négociées. Ce sont les anciens marchés complémentaires assouplis. Pourquoi assouplis? Je vous renvoie à la première bulle du schéma, puisqu'on vous précise, on peut procéder à une modification quand le changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques. Rappelez-vous, préalablement, il fallait qu'il y ait une condition imprévue pour permettre la signature d'un marché complémentaire. Ce n'est plus le cas maintenant. On a des conditions qui sont certes cumulatives, mais il n'y a plus cette notion d'imprévisibilité, ce qui peut grandement assouplir une situation. Attention, on parle de marché en cours d'exécution. Ainsi, pour régler les problèmes d'interopérabilité, souvent se pose la question d'un marché à l'autre. L'interopérabilité, excusez-moi, entre un marché et le renouvellement du marché. Ce n'est pas ce cas-là. On parle bien de marché en cours d'exécution. Mais ça va permettre une grande souplesse. Autre point très important, on parle d'un marché pouvant aller jusqu'à 50% du montant du marché initial. Vous avez certainement pris connaissance des textes, l'article 139 du décret et l'article 140 du décret viennent nous dire 50% de modification à chaque modification. Donc ça, c'est un point qui a fait beaucoup réagir. 50% à chaque modification, c'est énorme. La direction des affaires juridiques a sorti une note à cet égard et a fait marche arrière, puisque je vous invite à aller la consulter, elle est sortie en mars. Excusez-moi, en avril ou en mai. Je vous invite à aller la consulter puisque cette note précise effectivement ce seuil de 50%, mais ne revient pas sur chaque modification. Sur ce point, on attend des décisions on attend de la jurisprudence qui, à mon sens, sera très intéressante, puisque si aujourd'hui, quand on lit, c'est vraiment à chaque modification, si le texte devait s'appliquer en l'état, ce serait vraiment une grosse évolution sur les modifications de marché. Autre possibilité de modification, ce sont les circonstances imprévues. Et là, ce sont les anciennes suggestions techniques imprévues. Là encore, j'attire votre attention sur un assouplissement. Vous avez certainement en tête la jurisprudence sur les suggestions techniques imprévues et qui est souvent très stricte, puisque on considère finalement ce qui est imprévu, c'est ce qui n'était pas prévisible au moment de la signature du marché. Est-ce que le fait de trouver une nappe phréatique quand on fait des fondations à proximité d'une rivière est imprévisible au moment de la signature du marché? A priori, non. Est-ce que le fait de diligenter un certain nombre d'études en amont permet d'exclure cette imprévisibilité? Normalement, oui. Aujourd'hui, on vous dit les circonstances ne pouvant raisonnablement être prévues lors de l'élaboration du marché. Le terme raisonnablement assouplit finalement la vision des suggestions techniques imprévues.
Et se pose la question de l'appréciation de ces suggestions techniques imprévues, de ces circonstances imprévues pour un raisonnement être prévu, excusez-moi. Finalement, est-ce qu'un acheteur public qui dispose de peu de moyens techniques va être pénalisé s'il n'a pas la possibilité d'externaliser les études ou de faire appel à ses services en interne? Est-ce qu'on va faire une appréciation objective de la situation ou alors prendre en compte la situation particulière des acheteurs publics? La jurisprudence nous le dira, mais surtout ce qu'on sait déjà, c'est que quand on parle de circonstances ne pouvant être raisonnablement prévues, le fait de l'acheteur public ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais le fait de l'acheteur public, finalement, la mauvaise définition des besoins, si elle est la résultante d'une mauvaise étude d'un bureau d'études, d'une maîtrise d'œuvre, est-ce que dans ce cas-là, on se retrouverait dans des circonstances raisonnablement ne pouvant être raisonnablement prévues et donc procéder à une modification? Sur ce point, aujourd'hui, finalement, on a peu de littérature, on a beaucoup de jurisprudence antérieure et le positionnement du juge va être très très important pour vos marchés à venir. Et du coup, tout se recoupe. Les décisions qui vont sortir, vous devrez les analyser pour voir dans quelle mesure, éventuellement, modifier la clause de réexamen que vous pourrez mettre dans votre marché. Là également, j'attire votre attention sur le seuil de 50%. On a la même rédaction puisque l'article 139 nous renvoie également à l'article 140 du décret. Sur cette modification de 50% à chaque modification, j'imagine que vous avez tous en tête des difficultés de marché suite à des suggestions techniques imprévues et où on ne sait pas toujours si elles sont vraiment imprévues, mais en tout cas, ça peut permettre de sortir de nombreuses situations puisque si on est en présence réellement de circonstances ne pouvant être raisonnablement prévues, les chiffres peuvent grimper très rapidement. À noter cependant que sur ce point, sur les anciennes suggestions techniques imprévues, 50% c'est large, même si avant c'était complètement déplafonné. Quid si finalement on dépasse ce seuil de 50%, on sera sur ce point plus encadré que sous l'empire du Code des marchés publics. Autre modification possible, c'est visé à l'article 139.5 puis l'article 139.6, ce sont les modifications non substantielles. Alors, jusqu'à présent, les modifications non substantielles, finalement, on aurait pu les classer uniquement comme étant les modifications en dessous du seuil des 15-20%. Aujourd'hui, on a deux situations. La première à l'article 139.5, on nous dit, finalement, je vous l'ai détaillé, mais de manière, l'idée à retenir, c'est la modification qui, si elle avait été connue au moment de la mise en concurrence, aurait perturbé la mise en concurrence. Est-ce que si un candidat avait eu connaissance de cette modification, il aurait modifié son offre? Est-ce qu'un candidat a peut-être renoncé à présenter son offre? Finalement, c'est toute cette notion qu'il faut avoir en tête de modification non substantielle. Bien évidemment, il ne faut pas modifier l'équilibre du contrat, et donc c'est d'ailleurs toute la problématique qu'on retrouve sur ce que je vous disais, les TP09. Est-ce que la modification d'une clause de révision va venir modifier le contrat? Et on ne doit pas changer l'objet du marché, et bien évidemment, pas changer le titulaire. Autre moyen d'apprécier la modification non substantielle, finalement, c'est uniquement par le seuil. Le décret nous permet de nous dire, finalement, à partir du moment où on est en dessous du seuil de 15% pour les marchés de travaux, 10% pour les autres marchés, la modification est non substantielle. Bien évidemment, il ne faut pas que ça implique un basculement de seuil, mais ça reste de la jurisprudence classique. Se pose la question, finalement, si on dépasse ce seuil de 10% ou de 15%, est-ce qu'automatiquement ça devient une modification substantielle, ou bien doit-on se référer au 139.5 qui qualifie la modification non substantielle? À mon avis, c'est le cas. Dans un premier temps, regardons si on est en dessous du seuil. Si on dépasse le seuil, il faut se référer au 139-5. Alors, pour conclure cette présentation, j'attire votre attention, parce que j'imagine que vous vous posez tous la question, effectivement, sur les modifications non substantielles, mais effectivement les modifications de manière générale. Au-delà de la mauvaise exécution du marché, l'un des risques est le recours d'un tiers, et le recours notamment d'un candidat évincé.
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, la difficulté pour les candidats évincés d'un marché, c'était avoir connaissance de cette modification. Sachez, et j'imagine que vous en avez peut-être déjà pris connaissance, que l'article 107 du Code des marchés, excusez-moi, du décret du 25 mars 2016 va vous obliger à publier ces modifications. Donc, on attend la première saisine du juge, peut-être pas sur un référé précontractuel, puisque par nature, la modification sera signée, mais la saisine peut-être du juge sur le fondement du référé précontractuel pour attaquer une modification qui ne respecterait pas les règles du Code de la commande publique et donc qui ne respecterait pas les règles de mise en concurrence. Vous voyez bien que finalement l'ensemble de ces problématiques nous promet de beaux jours, puisqu'il y a encore certaines questions qui restent en suspens. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'aujourd'hui, donc, on est sur un principe de modification d'un des cas limitativement énuméré. Et au regard de la complexité des contrats actuels, et je vais vous dire malheureusement ça ne va pas s'arranger, je vous encourage vivement, même au-delà de la clause des clauses de modification visées au 139.1, à anticiper ces modifications et à les gérer au mieux de manière contractuelle pour fluidifier votre exécution. Voilà. Je vous remercie.